Les États-Unis appellent à l'évacuation des citoyens américains dans tout le Moyen-Orient. La question qui se pose, est-ce que les États-Unis, en prenant cette décision, sont en train de se soucier des populations du Moyen-Orient dont ils ont déclaré être allés sauver de l'Iran? Il faut le rappeler que les populations américaines qui résident au Moyen-Orient sont estimées à plus de 500 000 Américains aujourd'hui au Moyen-Orient, ce qui représenterait notamment une catastrophe de retour migratoire pour les États-Unis. Entre autres, cette décision traduirait l'aveu des États-Unis qui sont totalement aujourd'hui dans l'incapacité de défendre le ciel des différents alliés au Moyen-Orient. À l'état actuel, selon la réalité du terrain, il n'est plus question d'une rumeur sur l'épuisement des stocks des missiles anti-aériens. En d'autres termes, dès que les États-Unis vont donner le coup d'envoi, compte tenu qu'il n'y a plus les missiles anti-aériens pour faire un parapluie sur Israël, ça risque de faire mal sur Israël. Parce que jusqu'ici, depuis la reprise des hostilités, l'Iran n'a pas tiré un seul missile sur Israël, se réservant le droit à une surprise sur Israël si jamais les États-Unis reprenaient les hostilités. Il faut rappeler que si l'Iran voudrait faire mal aux États-Unis, Israël reste notamment le joker iranien. Entre autres, il faut relever l'ambiguïté qui existe sur les prétendues mésententes entre le Premier ministre israélien et Donald Trump. Ça fait pas 2 jours que le Premier ministre israélien était à Washington. Et 2 jours plus tard, la décision d'évacuation des citoyens américains dans tout le Moyen-Orient intervient. D'un côté, on nous parle d'un Donald Trump qui ne voudrait plus de ce conflit. D'un autre côté, on nous reparle d'une évacuation complète des citoyens américains dans la région. Certains diront que c'est Israël qui commande les États-Unis. Moi, je dirais que l'alliance entre les États-Unis et Israël n'est pas près de prendre fin, selon ce que certains nous avaient laissé entendre. Quels que soient les scénarios sur la table, les capacités iraniennes ont été reconnues même par Donald Trump, encore existantes, et ça risque de faire mal, cette fois-ci, dans toute la zone du Golfe Persique, compte tenu que les Houthis du Yémen sont aussi de la partie. L'Ukraine dit avoir intercepté un seul missile parmi les 27 missiles tirés par la Russie hier et déclare notamment une pénurie des missiles intercepteurs patriotes. Et là, il crie au secours aux Américains, mais sans déclarer ouvertement que ce conflit est ouvertement et nettement une chose américaine. Mais l'Ukraine a toujours dit avoir la capacité de défier la Russie. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'aujourd'hui, on appelle au secours aux États-Unis, qu'il n'y a plus de missiles intercepteurs patriotes. Est-ce que les États-Unis eux-mêmes, ça les laisse? Ça ne laisse pas. Les États-Unis ne sont pas épargnés. En Iran, au Moyen-Orient, actuellement, ils ont des dossiers plus importants que l'Ukraine. Ils ne peuvent pas sacrifier les intérêts. Les intérêts américains au Moyen-Orient, mesdames et messieurs, sont 1000 fois plus importants que les terres rares que l'Ukraine va offrir aux États-Unis. Et là, les États-Unis non seulement ne peuvent pas sacrifier leur stock de missiles qui est déjà sur perfusion en cas d'un conflit important qui impliquerait le territoire américain, que vont-ils faire s'ils finissent d'épuiser leur stock d'intercepteurs en Ukraine, qui les a donné simplement la garantie de les fournir les terres rares? Est-ce que les États-Unis vont risquer leur sécurité nationale pour une affaire de terres rares? Et maintenant, qu'en est-il de l'affirmation qui passe en boucle sur nos chaînes occidentales selon laquelle l'Ukraine serait en train de démonter totalement la Russie? Qu'en est-il de ça? Mais on ne peut pas faire la guerre et compter sur les moyens des États-Unis. Si réellement c'est une guerre de l'Ukraine, il faudrait encore se pencher sur cette hypothèse. Ça, c'est ce qu'on appelle des combattants ou des guerriers au Moyen-Orient. On les retrouve aussi dans un pays d'Afrique appelé le Tchad. On ne parle pas là-bas d'armée, mais on parle plutôt des guerriers. Aux États-Unis et en Occident en général, on les appellerait des vétérans, donc potentiellement à la retraite. Pendant qu'au Yémen, comme vous êtes en train de voir, et en Iran, ils sont encore en activité. Pour eux, être soldat n'est pas simplement un métier, mais c'est une passion pour toute la vie. En d'autres termes, pour eux, défendre la patrie n'est pas lié à un contrat, à une durée. Selon eux, le titre de soldat ne les convient pas. Ils préfèrent être appelés des combattants, des guerriers. Et voilà pourquoi on les chiffre en millions. Pendant qu'en Occident, selon un commentaire sur ma page, quelqu'un a semblé dire qu'il n'existe aucune armée avec plus de 10 millions de soldats. Oui, peut-être, parce que ce sont des soldats
Mais au Moyen-Orient, on parle de combattants. Et tous sont nés pour combattre, pour défendre la patrie. C'est une dévotion et non une mission contractuelle. Et pendant qu'en Occident, les familles attendent le retour de leurs soldats pour ne plus les voir repartir sur le champ de bataille, là-bas, les familles sont prêtes à toute éventualité et attendent potentiellement qu'ils deviennent des martyrs pour avoir donné leur vie pour la nation. Donc, l'affirmation de l'Iran qui posséderait 10 millions de combattants et du Yémen qui s'est déclaré avoir 1 million de combattants n'est pas une affirmation propagandiste. C'est un fait dont vous pouvez aller vérifier vous-même par une intervention militaire américaine et que sais-je encore sur le sol du Moyen-Orient.